Ceci est un programme du studio Hirondelle RDC. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Dr Michel Movodi. Bonjour Monsieur Ben. Bienvenue dans Question Santé, les programmes du studio Hirondelle RDC qui posent vos questions sur la santé et notre bien-être. Et chaque semaine, un expert de la santé vous apporte des éclairages sur vos préoccupations. N'hésitez pas d'envoyer vos questions à cette émission par SMS au 080 849 87 09. Merci aux auditeurs d'Écologie qui nous ont envoyé leurs questions sur la Covid-19. Vous le savez bien, le pays est en pleine troisième vague de la pandémie. Docteur Movodi, la première question qu'on vous adresse parle de la communication. L'auditeur nous dit, il s'appelle Jean-Michel Loué, il n'y voit plus clair sur la communication autour de la maladie, surtout les tâtonnements autour du vaccin qui est le plus efficace. Pour lui, il dit pourquoi ces tâtonnements sur le plan de la communication. Autour du vaccin, veut-il dire? Non, je pense que notre ami d'écologie doit comprendre qu'il n'y a pas de tâtonnement. Ici, le message à lui apporter, qu'il sache qu'en tant qu'expert en santé publique, nous avons toujours conseillé les gens à connaître la vraie source d'information. Si vous voulez être informé sur des éléments potables en rapport avec la vaccination, il faut vous référer au ministère de la Santé publique. Donc les communications qui sont faites par le ministre de la Santé ou à travers le programme élargi de vaccination. Ce sont là les deux grandes institutions qui donnent des informations au pays en termes de vaccination. Les autres ne font que relayer. Alors, s'ils commencent justement à aller suivre ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il est évident qu'ils trouvent des contradictions, mais aussi, comme vous le savez, toutes ces personnes qui propagent ou qui font pulluler des informations à travers les réseaux sociaux ne sont pas forcément des experts. Donc nous avons une équipe d'experts qui est bien organisée en République démocratique du Congo, constituée des gens qui ont un bon recul sur la thématique de vaccination. Donc il faut qu'ils se confient au ministère de la Santé. D'accord ? Et à ce titre-là, les messages sont tout à fait clairs, il faut se faire vacciner. On a déjà envoyé la liste des sites où on doit se faire vacciner. On a spécifié les types de vaccins qui sont en train d'être utilisés. On a demandé à ceux qui sont dans la cible d'aller se faire vacciner. Donc vous le savez bien, c'est toutes ces personnes qui ont des comorbidités, c'est le personnel de santé, mais aussi c'est toutes les personnes âgées de plus de 18 ans. Donc il faut que notre ami comprenne que ce n'est pas parce que quelqu'un à donner un message sur la vaccination dans un réseau social, à la télévision ou à la radio que cela est vrai, il faut qu'il se confie aux sources qui sont validées par le ministère de la Santé publique et plus précisément par le programme élargi de vaccination. Est-ce que cet tâtonnement, docteur, ça ne sera pas, par exemple, la dernière suspension du vaccin, on l'a connu en RDC, est-ce que ça ne peut pas être aussi la dernière déclaration du chef de l'État à Goma par rapport à ces vaccins AstraZeneca? Est-ce que tout ça n'entre pas dans ces tâtonnements dont parle? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'il y a une communication, que ce soit d'une autorité, que ce soit d'un expert, le ministère de la Santé vous donne finalement la résultante. D'accord? Il est évident que les gens émettent leurs propres opinions sur le vaccin, sur la vaccination. D'accord? Et ça, c'est normal. Et même sur la Covid-19, vous avez vu au début de la maladie, les gens avaient des opinions qui sont tout à fait différentes. On ne peut pas empêcher les gens de donner leurs propres opinions, leur propre compréhension sur ce qui se passe. Mais cela ne veut pas dire que quand quelqu'un dit quelque chose, c'est ça qu'il faut suivre. Et ici, je vous recommande justement de suivre les communications qui sont faites par les ministères de la Santé. Parce que c'est là justement qu'on vous dit ce qu'il faut faire. Et donc voilà ce que je peux répondre à notre ami de Colosie. On prend une autre question sur le vaccin Covid-19 toujours. Elle est posée par Mbala Imeda qui dit pourquoi l'INRB ne communique pas le nombre des complications liées au vaccin en RDC? Ça se fait ailleurs. Alors, on dit pourquoi ça ne se fait pas, ça se fait pas ici en RDC. On communique sur le cas de ceux qui ont eu à avoir des complications. Alors il y a deux éléments dedans. D'abord, il faut que vous compreniez que c'est pas l'INRB qui est en charge de la vaccination. L'INRB, c'est un institut national de recherche biomédicale qui s'occupe principalement du diagnostic. Alors si vous prenez le secrétariat technique, c'est encore une autre structure qui s'occupe principalement de la riposte. Qu'il note notre ami que en RDC, c'est le programme élargi de vaccination qui s'occupe aussi de la vaccination contre la Covid-19. C'est pas l'INRB. Déjà là, il ne faut pas que les gens commencent à jeter le câble sur l'INRB en disant c'est à l'INRB de nous dire ce qui se passe sur la vaccination. Mais non, dans le cas d'espèces, n'est-ce pas, c'est le programme élargi de vaccination, en fait, qui a toujours eu ce mandat-là de pouvoir communiquer sur l'introduction des vaccins et sur la vaccination de manière globale. Ça, c'est le premier volet. Maintenant, secondo, il y a justement des statistiques qui sont partagées. Je crois qu'un effort est en train de se faire pour que ces statistiques soient mises en ligne, pour que les gens voient le nombre de personnes vaccinées par site,
spécifique par province, mais aussi quelles sont les complications les plus récurrentes que nous avons, excusez-moi. Et donc, à ce titre-là, vous allez remarquer, par exemple, que de plus en plus, on monitore ça. Ça reste un défi énorme pour nous de s'assurer que les gens qui sont vaccinés ne développent pas des complications graves. Mais Dieu merci, jusque-là, les complications que nous avons, c'est des complications très simples. C'est la fièvre, c'est la douleur au point d'injection. C'est que nous arrivons à gérer très facilement, sans problème. Nous terminons ces chapitres de questions liées au vaccin avec la question de Delphin Cabessa, toujours à Coluzi. Il dit pourquoi on veut commander plus d'un vaccin au lieu d'utiliser un seul comme dans d'autres pays. Et lui, il pense que dans les autres pays, on utilise un seul vaccin. Et pourquoi chez nous, on veut cette fois-ci commander plus d'un vaccin? C'est la pluralité aussi, elle est très facile parce que vous savez que les producteurs, lorsque vous avez qu'un seul vaccin, potentiellement avec un seul producteur, c'est parfois difficile lorsque ce producteur ne peut plus en fournir, d'accord? Et donc, vous vous retrouverez sans doute avec des situations où vous ne pouvez pas avoir accès au vaccin parce que, bon, ce vaccin n'est plus là. Mais en fait, c'est comme vous voyez pour toutes les maladies, hein? Donc, vous pouvez avoir la malaria, mais la malaria a beaucoup de médicaments. Ça, c'est un exemple. L'avantage d'avoir plusieurs vaccins, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir des alternatives. Mais aussi, les vaccins n'ont pas les mêmes effets en termes d'effets secondaires. Il y a quelqu'un qui peut tolérer un vaccin, mais pas un autre. Donc, justement, moi, j'encourage cette pluralité parce que non seulement elle favorise le choix, mais aussi elle éviterait dans des situations extrêmes d'être en rupture de stock parce que si vous n'avez qu'un seul type de vaccin, le jour où ce type de vaccin n'est pas là, ben, vous arrêtez toute la machine. Je crois que là, c'est très important, mais des indications sont claires là-dessus. Quand vous avez des vaccins où vous pouvez prendre 2 doses, si vous prenez une première dose avec le vaccin A, il faut que la deuxième dose se prenne aussi avec le vaccin A. D'accord? Vous ne pouvez pas interchanger, mais le travail se fait pour que justement, lorsque nous avons des personnes qui ont été vaccinées avec la première dose, qu'on soit à même de préparer les deuxièmes doses. Et le programme élargi de vaccination sous le leadership du ministre de la Santé travaille justement sur cette question-là. Et vous, en tant qu'acteur de la santé, qu'avez-vous proposé au gouvernement aujourd'hui pour les autres vaccins? Quel est le vaccin qui peut être efficace parmi, je sais pas, les 2 catégories de vaccins qui peuvent être... Les efficacités sont variées. Vous savez, la RDC a retenu 4 vaccins. Hein? Donc, et les efficacités sont différentes d'un vaccin à l'autre. Donc, vous avez l'AstraZeneca que nous continuons à utiliser, vous avez le Sinopharm qui va venir, vous avez le Pfizer, vous avez le Moderna, ben, vous avez aussi le Johnson & Johnson. D'accord? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous ayons du vaccin, ok? Même si on va pouvoir répéter les doses pour pouvoir obtenir des efficacités plus élevées, là n'est pas le problème, d'accord? Mais la RDC, à travers ses organes de validation ou des décisions, a justement validé l'utilisation de 4 vaccins. Et on a la chance d'avoir tous les 4 vaccins. Exactement. Donc il y a tout un calendrier qui prévoit justement l'arrivée de plusieurs vaccins d'ici la fin de l'année. Et donc on va les utiliser selon les cibles, selon les indications. Docteur, prenons une autre question qui n'a rien à voir avec les vaccins cette fois-ci. C'est sur les regroupements de plus de 20 personnes. L'auditeur nous dit, sont-ils à nouveau recommandés ou acceptés puisque les autorités politiques, eux, ne respectent pas cette mesure en organisant de rassemblements politiques, des meetings politiques, mais aussi des réunions politiques de plus de 20 personnes. Il veut savoir si cette règle est toujours de mise. Non, je crois l'avoir déjà mentionné, M. Ben, dans mes communications. Il faut toujours pas croire que les autorités politiques constituent le modèle en termes de santé. Donc, vous avez vu à travers le monde des autorités politiques être touchées par la Covid parce qu'elles n'y croyaient pas. Vous avez vu dans ce monde des autorités politiques mourir parce qu'elles ne croyaient pas que la maladie existait. Donc, je voudrais déjà dire à mon ami qu'il faut faire attention. On ne copie pas tout parce que quelqu'un est autorité politique. On ne copie pas tout parce que quelqu'un s'appelle pasteur, parce que quelqu'un s'appelle prêtre. Ce sont des personnes qui ont aussi des opinions, mais aussi qui se trompent. Alors, ce qui est important ici, c'est de pouvoir faire des choix judicieux par rapport à ce que les experts vous disent. D'accord? Donc, si vous avez vu dans votre province des autorités politiques organiser des manifestations en violation des mesures barrières, ne dites pas voilà le modèle à suivre. Parce que vous le savez bien, ces personnes ne sont pas exemptes de la maladie. Donc, il faut ici adopter des comportements favorables. Et ces comportements favorables, c'est ce que nous vous disons nuit et jour. Donc, je crois qu'il est très important de ne pas copier les mauvais exemples. Quelle que soit la personne qui va les utiliser ou va les appliquer, ce n'est pas parce qu'il est de tel rang, ce n'est pas parce qu'il est de telle catégorie qu'il faut justement dire « Ah, mais j'ai vu telle autorité politique faire ça, ça veut dire que c'est bien. » Mais non, attention, ces gens ne sont pas aussi à l'abri de la maladie. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec eux, c'est leur avancée? Aujourd'hui, les stades sont pleins. Aujourd'hui,
ils peuvent organiser les manifestations. Est-ce que cela ne nous influence pas négativement aujourd'hui? On pense qu'on est dans la même direction, dans le même niveau aujourd'hui. Non, ça ne devrait pas nous influencer dans la mesure où ce qui se passe en Europe aujourd'hui, c'est le fruit d'un engagement tout à fait soutenu que ces pays ont eu, notamment vis-à-vis de la vaccination. Nous, on n'a pas vacciné comme ces gens-là. D'accord? Au nord, les gens ont été correctement, suffisamment vaccinés, mais aussi qu'ils se sont beaucoup engagés dans la mise en place des mesures de contention de la propagation du virus. Tous les confinements, le port du masque, les gestes barrières, vous avez vu de manière globale, les institutions se sont impliquées pour leur respect. D'accord? Alors, ne soyons pas jaloux de ces personnes, justement, qui ont mis de la rigueur pour ces deux outils, dont notamment la question du respect des mesures barrières, la vaccination qui a eu des bons taux. Ce que nous devons faire de l'autre côté, c'est que nous devons aussi imiter le modèle. Nous devons aussi nous dire, ben, ça veut dire que si nous mettons un accent drastique sur le respect des mesures barrières, si nous nous faisons vacciner, et c'est ce que nous demandons depuis le 19 avril quand on a lancé la vaccination, c'est qu'en fait, il y a moyen de commencer à voir la vie revenir à la normale. Ceci est très important parce qu'il n'y aura pas de hasard, il n'y aura pas de miracle. Ce que nous allons avoir comme attitude vis-à-vis des recommandations des experts, vis-à-vis des prescrits des médecins, c'est ça qui va être la conséquence de demain. Et donc, c'est pourquoi j'en appelle à tous à une prise de conscience collective pour qu'on respecte les mesures barrières, mais aussi qu'on puisse se faire vacciner. L'une de mesures de barrière qui a été mise en place pour pouvoir contrer la Covid-19, nous avons connu les masques docteurs, nous en avons utilisé de plusieurs manières, FFP2, nous avons utilisé les masques chirurgicaux, mais aussi les masques en tissu. Mais là, un auditeur nous parle de masques bleus provenant de la Chine. Il nous dit, les masques chirurgicaux bien sûr, il dit, ces masques contiennent les virus selon ce qui s'est dit dans la vie d'Ecolosie. Est-il vrai? Je crois qu'il devra éviter ce genre d'informations parce que, à ce qu'on sache, nous avons quand même des systèmes de contrôle, même s'ils sont assez faibles, mais je ne pense pas qu'on peut importer des masques contenant des virus dans le but de faire quoi? Dans le but de tuer des gens ou de faire contaminer les gens. Si tel était le cas, je crois qu'aujourd'hui, presque tous ces masques que nous voyons ici, qui viennent de la Chine, on aurait des contaminations en termes de millions et des millions de personnes touchées. Je crois qu'il doit rester positif et nous avons justement démontré que là où les gens portent le masque, là où les gens respectent de manière globale les mesures barrières, nous voyons vraiment une diminution drastique de la propagation du coronavirus. C'est ça qu'il faut plus utiliser, éviter justement de rester dans une position de stationnement où on a peur de tout et bien finalement le jour où vous avez le virus, ça risque d'être très... Faudrait-il aussi être méfiant aujourd'hui vis-à-vis de ces masques parce qu'on a commencé à acheter des masques au tout début de la pandémie à 2500 francs, aujourd'hui à 100 francs. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la qualité, est-ce que c'est la même chose? Exact, c'est juste une question de production de l'offre. C'est-à-dire qu'au début, vous savez qu'il n'y avait pas beaucoup d'institutions, il n'y avait pas beaucoup d'usines, beaucoup d'entreprises qui produisaient les masques. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, on se rend compte que la demande augmentait. Mais qu'est-ce qui se passe? Ceux qui travaillent dans le domaine de la production des masques se sont livrés justement à des productions à grande échelle. Donc, si vous avez une offre qui augmente, cela peut expliquer que le prix aussi puisse varier. Et je crois que de plus en plus, il faut saluer cet effort mondial. Il ne faut pas toujours voir ça comme un piège, comme une situation bizarre. Lorsque vous voyez un accès facile à un produit de santé publique comme un masque, je crois qu'il faut remercier, il faut féliciter, n'est-ce pas, ce collectif mondial qui travaille justement dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Pour terminer, docteur, avec la question sur le masque, c'est Julie, toujours à Colosie, qui nous dit pourquoi on nous impose toujours aujourd'hui, on nous exige de porter les masques. Mais justement, le masque, c'est une mesure barrière. Ok, donc là où les contaminations continuent, c'est là justement qu'il faut porter les masques parce que, comme vous le savez, le masque empêche, n'est-ce pas, le passage du virus d'une personne à l'autre. Donc c'est d'où l'importance d'accentuer. Mais si vous allez dans la province du Lualaba, moi il n'y a pas longtemps que j'étais là à Colosie, écoutez, est-ce que tout le monde met le masque? Non, les mesures ne sont pas autant respectées qu'on le pense. Donc en mettant un accent sur le masque, sur le lavage de mains, sur la distanciation physique, l'idée justement c'est d'arriver à éviter la propagation du virus. Si on remarque que le virus continue à se propager, il faut interroger le respect des mesures barrières. Et si vous interrogez le respect des mesures barrières, vous allez malheureusement voir que les gens ne le respectent pas comme il se doit. Là où on l'a fait, dans certains pays du monde, vous l'avez vu, vous avez senti tout de suite que la courbe était en déplétion en rapport avec le nombre de cas. Donc le masque n'est pas qu'un seul geste barrière pour contrer la Covid-19. Pas le seul, il faut les autres. Merci docteur. Nous prenons la dernière question pour terminer. Elle est posée par Métornum. Il dit: quelle est la durée de vie du virus de Covid-19 dans l'oxygène?
dans l'oxygène. Dans l'oxygène. Alors, ça, c'est une très belle question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je sais que ce que je sais, c'est que le virus peut rester jusqu'à 10 minutes dans l'air. D'accord. Ok, on a constaté, par exemple, qu'il peut rester sous des parois, n'est-ce pas? C'est comme ça, justement, que vous avez vu, on insiste beaucoup sur la désinfection des parois. Ok, régulièrement, désinfecter les parois, les poignets, désinfecter les tables, parce que le virus a quand même une résistance en dehors de l'organisme. On parle entre 5 et 10 minutes, il peut rester vivant. D'accord? Oui. C'est comme ça qu'on insiste beaucoup sur la désinfection de manière plus globale. Donc, je crois que c'est ça qu'il doit retenir. Le message le plus important, notamment sur cette question de virus, c'est vraiment veiller sur l'hygiène. Et lorsqu'on parle de l'hygiène, c'est pas que l'hygiène des mains, mais aussi c'est la désinfection des parois. Nous sommes dans un studio. Après cette émission, il faut désinfecter les micros, il faut désinfecter les tables, il faut désinfecter les poignets où nous touchons pour pouvoir entrer-sortir. Les distributeurs des banques, il faut désinfecter. Donc, tous les objets qui passent des individus à d'autres, il faut justement les désinfecter parce que justement le virus peut rester dehors pendant quelques minutes. Merci Dr Michel Mouvoudi pour ces éclairages. Merci beaucoup Monsieur Ben. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis à travers la RDC. Nous saluons celles et ceux qui nous ont suivis sur notre chaîne YouTube Studio Hirondelle RDC. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des questions santé. Nous attendons vos questions sur la santé au 080 849 87 09. Portez-vous bien et à très bientôt.